Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé de Pizzaïolo, donc complet débutant en programmation, à développeur logiciel et créateur de SaaS en moins de 3 ans. J'ai réussi à faire presque x10 sur mon revenu pour atteindre les environ 10 000 € par mois, même si ça peut vous sembler assez énorme comme chiffre, c'est pas du tout un chiffre inatteignable dans le monde du dev. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer rapidement donc mon parcours scolaire et professionnel. Vous allez voir que j'ai rien du tout à voir avec le monde du dev, ni de l'informatique en général. J'ai pas fait de grandes études particulières. Vous allez même voir que j'ai arrêté l'école très tôt et que si j'ai réussi à le faire, la plupart des gens peuvent recopier ce que j'ai fait et donc le reproduire pour atteindre à peu près les mêmes objectifs. Je vais vous expliquer toutes les erreurs que j'ai faites et vous donner mes meilleurs conseils pour que vous puissiez le reproduire en l'adaptant bien sûr à vos objectifs. Ensuite, dans une autre partie de la vidéo, je vais vous expliquer selon moi quel est le meilleur parcours donc pour devenir développeur ou même créateur de SaaS en général pour lancer votre propre logiciel si vous n'y connaissez rien et si vous êtes débutant. Ensuite, sûrement, en fin de vidéo, je parlerai d'un sujet qui est selon moi très important et très intéressant, c'est l'IA. Plus précisément, est-ce que l'IA va remplacer les développeurs ou pas ? C'est un peu la question du moment. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que ça va remplacer les gens qui font du dev? Est-ce que ça vaut le coup d'apprendre à coder en 2025? Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. Je comprends que c'est plutôt une inquiétude et je vais essayer d'y répondre de la manière la plus objective et pragmatique possible en vous donnant mon avis aujourd'hui car je pense que les règles aujourd'hui ont énormément changé. J'essaierai d'y répondre dans cette vidéo en donnant mon avis parce que je pense qu'aujourd'hui les règles ont beaucoup changé. Alors pour vous présenter rapidement mon parcours scolaire, on va dire que j'étais plutôt bon en primaire, surtout en maths, et c'est arrivé au collège que j'ai commencé à complètement lâcher l'école. J'ai commencé par faire le strict minimum, puis ensuite plus du tout rien faire, et puis quasiment plus venir à l'école. L'école, ça ne m'intéressait pas du tout, je trouvais ça vraiment très chiant, et rapidement, je cherche à devenir indépendant et à gagner mon propre argent. La seule solution que j'avais à 15-16 ans, c'est de faire de l'alternance. Dès mes 16 ans, je commence à travailler dans des garages en tant que carrossier, pour passer ensuite un CAP carrosserie que j'ai eu de justesse. Mais finalement, je vais même pas jusqu'au bac, parce que je me rends compte que c'est pas un métier où je me vois travailler plus tard. C'était en plus un métier très dur physiquement et pas très bien payé. Dès que j'ai eu mon CAP, je crois que c'était un peu vers mes 17 ans, je me mets à chercher un travail. Et là, je trouve un travail en restauration rapide. Et c'est là que je commence à vraiment travailler et à gagner mes premiers salaires. À partir de ce moment-là, donc j'ai mon propre argent, je commence à acheter mon permis, m'acheter ma propre voiture, avoir mon appartement, etc. C'est vers 19 ans que, on va dire que j'étais plutôt bien. Et donc vers la fin du Covid, je me remets beaucoup en question. J'en avais un peu marre de travailler énormément d'heures pour être au final payé au lance-pierre. Je savais vraiment que j'aimais la tech, l'informatique en général, les PC et tout ça. Sans être un expert dans cet univers, c'est un truc qui m'attirait beaucoup. Résolution de problèmes, créer des choses from scratch, etc. C'est des choses que j'aimais bien. Et à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup à la crypto. Et donc, après pas mal de recherches, je vous passe les détails, mais je me suis dit, ok, c'est peut-être un truc que je pourrais faire, ça peut me correspondre. Et en faisant d'autres recherches, je me rends compte qu'en fait, pour devenir développeur blockchain, il fallait s'y connaître un peu en développement web. À partir de ce moment-là, je tombe sur donc, le site de Open Classrooms, où là, il y a des cours en HTML, CSS. Je commence un peu à m'essayer, je vois que j'aime bien, je vois que je suis plutôt bon, en tout cas je suis pas nul, c'est un truc que j'aime bien faire. Et je me dis ok, je vais continuer là-dedans. Et donc c'est à partir de là que je commence la formation de développeur web chez Open Classrooms. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est une formation en ligne, une école en ligne qui te permet d'apprendre plein de métiers, qui propose plein de formations. Et donc, il proposait une formation pour apprendre le développement web en 6 mois avec le développement front-end et back-end pour avoir de très bonnes bases. Et en plus, à ce moment-là, j'avais un peu de chance, c'est que la formation était financée par la région, donc j'avais pas à la payer. Et en plus, avec certains critères que je répondais, pouvait être rémunéré pendant le temps de la formation. Vu que moi, j'avais assez travaillé, passé un nombre de mois, je sais plus c'était combien exactement, mais en gros, je remplissais les critères. Et donc, j'ai pu être payé, je crois que c'était 600 € tous les mois pour la faire. Donc, c'était plutôt cool. J'ai dit, ok, vas-y, c'est bon, je le fais. Donc là, c'est moi, je me mets à tryhard pendant 6 mois. Pour vous illustrer tout ça, je vais utiliser Excalibro et quelques illustrations que j'ai eues grâce à nos mises à jour de ChatGPT qui permet de faire des trucs assez sympas comme ça. Donc là, on va dire que c'est moi, Kevin, débutant. Donc, je me mets à tryhard pendant 6 mois. C'était assez facile avec le HTML, CSS. On va dire que je suis plutôt bon. Mais dès que je suis tombé sur le JavaScript, ça commençait à être assez chaud. C'est là que j'étais un peu en PLS. Mais bon, à force de tryhard, pendant les 6 mois, c'était vraiment que ça.
matin, midi, soir, que du dev. Et au final, j'ai réussi à l'avoir. J'ai passé tous les projets et donc j'étais finalement diplômé. On va dire que j'avais mon petit équivalent bac+2, ce qui était plutôt cool. Maintenant, la vérité, c'est que, à l'inverse de ce qu'ils vont vous dire, vous n'allez jamais trouver de job avec une formation de 6 mois, à part cas vraiment exceptionnel, mais en 99% des cas, vous n'avez pas le niveau pour trouver un job. C'était peut-être vrai il y a 5-10 ans, mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est impossible, étant donné qu'en plus le marché de l'informatique en général est un peu saturé. Donc là, ce que font la plupart des gens, c'est que soit ils commencent à chercher du taf, mais ils galèrent un peu, sinon ils continuent autodidacte avec des projets. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de continuer à me former via une formation un peu plus longue en alternance. Avec un peu de chance, j'arrive à trouver donc une alternance d'1 an dans une formation pour apprendre le développement full stack et un peu de DevOps. Donc c'est donc prise d'expérience plus approfondissement. Franchement, c'était une bonne école. On apprend pas mal, etc. Il y avait des projets de groupe, c'était plutôt cool. Mais en parallèle, je m'arrête pas de tryhard. Donc là, c'est projet sur projet sur projet. On s'arrête pas. Et même en parallèle, je fais mon premier gros projet IA, on va dire, en duo avec un collègue qui s'appelle Abifit. En gros, c'est un truc pour générer des programmes sportifs avec l'IA. C'était vraiment au tout début de l'IA, quand ChatGPT venait de sortir, quand il y avait la première API. À côté, je continue à lire des livres, à me former, je m'arrête pas. Je me souviens même que j'avais pris une semaine de congé dans mon alternance pour tryhard sur un petit projet web, histoire de bien me former à React. Là, je vous parle beaucoup de projets et de tryhard à côté, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est quand même important, je vais y revenir. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de place pour les parcours classiques de juste je fais ce qu'il y a à faire et bon voilà, je fais pas plus et je tryhard pas à côté. Vous allez voir que ça va devenir assez compliqué. Vous n'avez pas cette mentalité si vous n'êtes pas vraiment passionné et si vous kiffez pas vraiment ce que vous faites. Pour la petite anecdote, on avait même un projet à la fin, c'était le gros projet de l'année et on devait censé le faire à 2. Mais mon collègue ne voulait rien foutre et donc je me suis chauffé et je l'ai fait tout seul dans plusieurs technos que je connaissais pas, donc Firebase et TypeScript. Et là, ça m'a permis énormément de me former malgré le fait que j'étais solo. Donc là, c'est cool. J'arrive à avoir mon deuxième diplôme, on va dire. Donc je fais ma deuxième formation. Là, oui, je suis un peu plus confiant, je suis un peu plus compétent. Et là, je me dis, ok, je suis assez bien niveau développement web. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je veux passer sur la blockchain maintenant, ce qui me faisait kiffer. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment quelque chose que j'aime en fait, le domaine. Puis même les cours étaient assez lents. Je me retrouve à revoir des trucs que je connaissais déjà. On n'avait pas du tout le même niveau avec les gens avec qui j'étais en cours. C'était pas ouf. Et aussi en parallèle, donc je continue de tryhard. Et donc là, il y a un pote qui vient me voir avec une idée. Je vous encore passe les détails. J'en parle souvent dans mes vidéos. Mais c'est là que je crée le plus gros. Donc je commence le plus gros projet de ma vie qui s'appelle VoiceTip. En gros, c'est un projet, c'est un logiciel qui permet de traduire les vidéos dans plus de 30 langues grâce à l'IA, avec le codage de voix, synchronisation des lèvres, sous-titres, etc. Et donc c'est le plus gros projet de ma vie que vraiment je m'investis à fond. C'est vraiment ce projet-là qui m'a permis de passer de débutant à vraiment avoir des vrais skills et commencer à voir les choses en profondeur. C'est là que j'ai vraiment tout vu, soit approfondissement du développement web en général, scaling, marketing, scalabilité, paiement, en fait tout ce qui a à voir avec en général la performance, vraiment tout ce qui a à voir avec un logiciel et que pas juste un logiciel que tu fais comme ça juste histoire de, mais vraiment un logiciel que tu dois donc créer, maintenir, délivrer des features, tu dois satisfaire des clients, tu dois choisir les bonnes fonctionnalités, gérer le DevOps, le déploiement, la stabilité, vraiment tout. Et c'est là que tu prends conscience de ce que c'est vraiment une entreprise, le tout en fait. Tu as une vision vraiment macro et globale du truc et que c'est vraiment ça qui m'a permis de step up en termes de skills. Et j'y reviendrai plus tard, mais c'est vraiment un truc ultra important si selon moi vous voulez devenir un très bon dev. Et donc c'est en plus ce projet qui m'a permis d'obtenir des dizaines d'entretiens à plein d'entreprises, parce que quand je mettais ça sur mon CV, quand je disais que j'avais donc créé un SaaS avec des vrais utilisateurs qui payaient, que j'avais des milliers de vidéos traduites, etc., c'était un truc vraiment qui faisait tilt aux développeurs et c'est le premier truc dont on me parlait quand j'arrivais à un entretien. Ça m'a valu énormément de visibilité. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que en plein milieu, donc je décide d'arrêter et donc je me mettais à temps plein sur VoiceTip. C'est là que j'ai réussi vraiment à avoir mes premiers clients, mes premiers gros clients. Mais bon, malheureusement, je suis pas parfait. J'ai fait pas mal d'erreurs et j'ai pas pu le mener à un niveau qui m'a permis de en vivre. Bien quoi, j'avais un petit MRR qui était sympa. C'était pas du tout assez pour en vivre étant donné qu'on avait des coûts fixes assez élevés. Et donc, c'est ce qui m'a en vrai aussi permis de avoir mon premier vrai job en tant que freelance dans lequel je suis toujours actuellement. Et c'est ce qui m'a permis d'aujourd'hui atteindre les 10 000 euros. Parce qu'en vrai, c'est pas énormément. Il suffit de trouver un taf à 450, 500 euros de TJM
et c'est bon, vous avez les 10 000. Après voilà, bien sûr, on enlève l'URSSAF, on enlève ceci, cela. Ça fait, c'est pas du 10 000 net, c'est du brut. Mais voilà, et si à côté, on ajoute mon SAS, on y arrive assez facilement. Donc je pense pas que c'est quelque chose d'inatteignable en freelance. En CDI, c'est une autre histoire. Aussi, je dirais, ce qui m'a aidé, c'est de avoir un bon LinkedIn, avoir un bon CV en général à l'américaine, des trucs assez minimalistes, pas les trucs de merde à la Canva là, que j'ai beaucoup fait, mais qu'en fait, grosse erreur. Tout a changé depuis que j'ai commencé à faire des vrais CV simples, minimaliste, noir et blanc, pas de bullshit de couleurs de je sais pas quoi. C'est ça, les CV qui marchent en tout cas dans la tech. Et maintenant, j'aimerais parler donc d'un sujet qui est très important pour moi, c'est est-ce que ça vaut le coup d'apprendre à coder en 2025 ? Est-ce que avec l'arrivée de l'IA, licenciement dans la tech, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que l'IA vont remplacer les développeurs ? Et je vais essayer de répondre à ça de manière honnête. I'm going to say something, and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. On a vu ces derniers mois que les grandes entreprises commencent à licencier en masse, notamment les développeurs. À première vue, on pourrait dire que c'est à cause de la période du Covid. Les entreprises ont recruté en masse et maintenant ils se débarrassent du surplus, on va dire. Sauf que le Covid est terminé depuis longtemps et que les entreprises continuent de réduire leur masse de développeurs. Les entreprises commencent à ajouter à leur workflow de plus en plus d'IA, commencent à automatiser énormément. Les développeurs deviennent de plus en plus productifs et les entreprises ont de moins en moins besoin de développeurs pour accomplir la même chose. Il y a les outils boostés à l'IA pour coder, comme Cursor, Lovable, Bolt ou encore Devin en plus autonome. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui est vraiment pas mal et qui a énormément de potentiel. Et j'en passe. Et ces logiciels deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Donc là, on peut se poser des réelles questions. Donc maintenant, je pense qu'il y a deux théories, deux possibilités. La première, c'est que l'IA va devenir tellement puissante, tellement intelligente, qu'elle va remplacer tout le monde, qu'elle va remplacer tous les développeurs. On va arriver avec l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Tous les développeurs deviennent complètement inutiles et voilà, le métier est mort. La deuxième théorie, qui est selon moi la plus plausible, la plus réaliste, en tout cas dans le moyen terme, donc je dirais dans les prochaines décennies, c'est que justement, maintenant que l'IA devient hyper accessible et que la productivité augmente énormément, en fait, la plupart des gens maintenant n'auront plus besoin d'énormément de skills pour délivrer un peu de valeur et devenir des développeurs, des pseudo-développeurs. Parce que, en fait, maintenant avec l'IA, des outils comme Cursor ou tous les outils pas de no-code, mais vous savez, de prompt, et on peut générer du code et créer des applications. On peut arriver à délivrer un peu de valeur, à faire des petits SaaS, des micro-SaaS. Et ces gens-là pourront se considérer comme développeurs et pourront créer de la valeur. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir énormément de développeurs sur un marché qui est déjà saturé. Et donc la valeur de ces développeurs la valeur générale des développeurs qui sont dans la moyenne vont baisser. Et on va se retrouver avec une masse de développeurs avec très peu de postes, de jobs et de demandes en face. En fait, avant ça, c'était le marché du dev. Il y avait donc pas mal de développeurs. Il y avait les développeurs qui étaient dans la moyenne, qui étaient normales, plutôt même médiocres. Mais ça passait. Donc là, on va les mettre ici. Ça, on va dire que c'est les développeurs dans la moyenne ou même médiocre. Vu qu'il y avait pas trop de développeurs, il y avait plutôt de la demande, c'était pas trop un problème pour eux de trouver de l'emploi. Et encore moins pour les développeurs qui, eux, étaient très bons, passionnés, excellents, qui étaient vraiment les cracks. Eux, alors, c'était les rois du monde, c'était la crème de la crème. Aucun problème pour eux. Maintenant, ce qui se passe, donc, avec l'IA, c'est que on va dire que là c'était la demande. Ça c'était la demande avant, elle était pas mal et il y avait toujours du taf pour eux, aucun problème. Mais maintenant ce qui se passe avec l'IA, c'est que déjà il y a plus en plus de développeurs ici. Donc des développeurs moyens, médiocres, qui connaissent pas vraiment ce qu'ils font et qui ne sont même pas passionnés. Il y en a qui n'aiment pas vraiment ce qu'ils font, au final qui sont pas très bons. Et donc ici ça devient vraiment, vraiment, vraiment saturé. Et de plus, pour ne rien arranger, la demande va baisser. Et donc finalement, ceux-là sont mis un peu de côté et ce qui reste, c'est les miettes ou sinon de la place pour les très bons devs. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc maintenant, les règles ont changé. Pour répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup d'apprendre à coder aujourd'hui en 2025 ? Oui, bien sûr que oui, à 300%. Sauf que les conditions ont changé. C'est à condition de kiffer vraiment ce que vous faites, d'être passionné et d'être prêt à tryhard et de comprendre que si vous voulez vous lancer dans le dev juste pour vous la couler douce, pour être en mode tranquille, voilà,
avoir le petit job, avoir un petit salaire et le full remote, etc. Malheureusement, c'est pas la réalité du marché actuel. Donc, il faut être prêt que si vous lancez là-dedans, ça va être extrêmement dur. Il y aura pas mal de concurrence. Mais si vous êtes très bon et que si vous êtes passionné, bien sûr qu'il y aura toujours de la place pour vous dans les prochaines décennies, sans aucun doute. Ceux qui vous disent le contraire, dans la plupart du temps, c'est des vendeurs de rêves, des vendeurs de cauchemars, pire des cas. Donc pour résumer, si là c'est vous, il y a uniquement comme possibilité, c'est de tryhard et de rien lâcher pour arriver là et pouvoir ensuite avoir un job. Après vous allez me dire, oui, mais si moi je ferme mon SaaS, etc. C'est la même chose, parce que tous ces devs-là, eux aussi ils ont la dalle, eux aussi ils vont créer leur SaaS, et je suis ceux qui pensent que l'image de votre SaaS, enfin votre SaaS, va beaucoup dépendre de vos compétences, et plus vous êtes meilleur, plus vous pourrez créer un SaaS. En fait, c'est un set de skills, c'est vrai, c'est pas que le dev, c'est le marketing, etc. Mais je pense que si vous êtes très bon, si vous êtes passionné, vous pouvez aussi créer votre SaaS. Mais voilà, toujours la même chose, faut kiffer ce que vous faites, être passionné et tryhard dans ce domaine-là, travailler très dur, sinon ça va devenir très compliqué. Maintenant, je vais parler des diverses possibilités si vous êtes débutant ou si vous souhaitez vous lancer dans le dev. Donc si maintenant vous êtes plutôt avancé ou si vous êtes expert ou vous avez déjà un job, je pense que cette partie-là ne vous intéressera pas, donc vous pouvez la sauter. Mais pour tous les débutants, pour tous ceux que ça intéresse, le monde du dev, la programmation, etc., qui veulent faire leur SaaS, une partie intéressante, je pense. Donc là, imaginons que c'est vous. Vous êtes là, vous dites, ok, vas-y, peu importe ce qui se passe, même avec l'IA, je me lance dans le dev, je veux créer mon SaaS, je veux devenir développeur. Vous ne savez pas trop quoi faire. Pour moi, il y a 3 voies. La première voie, c'est la voie de, en fait, l'autodidacte complet. Là, vous êtes chaud, dire que, ok, pas de formation, pas d'école, je me lance, j'apprends tout en autodidacte, tout par moi-même. Il y a des tutos YouTube, des petits trainings, etc. Pour moi, je pense que vous allez jouer en mode hardcore pour rien. Même, en tout cas, même en France, c'est encore plus dur. Vous ajoutez un niveau de difficulté en plus. Je pense pas que c'est la meilleure des manières parce qu'il y a énormément de chances que vous vous découragez, que vous appreniez des choses qui sont pas vraiment utiles, que vous n'avez pas de chemin à suivre. C'est vraiment très compliqué. En fait, je pense que vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Bien que c'est possible, il y en a qui arrivent, mais c'est un pourcentage assez faible et donc c'est pas ce que je recommanderais pour la plupart des gens. Maintenant, après, il y a la voie classique. En fait, je dirais que celle-là, c'est la voie la plus safe. Si vous êtes assez jeune, vous avez genre 18, 19 ans, que si vous avez les moyens, que si vous pouvez vous permettre d'étudier pendant 5 ans et ensuite de ressortir avec un diplôme. Si vous trouvez une plutôt bonne école, j'en sais rien, comme l'Epitech ou des bonnes écoles où il y a beaucoup de pratiques et vous voyez aussi les fondamentaux, franchement, allez-y. Et même au bout de 2 ans, vous pouvez faire de l'alternance, donc prendre de l'expérience, etc. Aller sur le terrain. Donc en vrai, si vous êtes plutôt jeune, franchement, c'est une voie cool, c'est une voie chill. Vous faites vos 5 ans, vous continuez de taffer à côté, faire des petits projets, etc. Franchement, c'est une voie plutôt bien. Si vous pouvez vous permettre, franchement, faites-la. Mais je pense pas que c'est la voie. En tout cas, si vous regardez cette vidéo-là, je pense que vous êtes plutôt comme moi et que c'est pas une voie qui vous intéresse forcément si vous aimez pas trop l'école, si ça correspond pas à votre situation. Je pense que la 3e option, c'est la meilleure, même si bien sûr, ça c'est quand même biaisé parce que c'est ce que j'ai fait. Mais de ce que je regarde autour de moi, c'est une option qui est très intéressante. C'est l'option de faire donc beaucoup d'autodidactes et de formation courte, plus ou moins. Quand j'ai formation courte, c'est école ou formation en ligne type Open Classroom. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une formation. Donc, il y a vraiment des gens qui te guident, des gens qui sont là pour t'aider, des gens qui ne te surveillent pas, mais qui sont là pour te remettre dans le droit chemin si tu fais un peu n'importe quoi. Ils te disent ce que tu dois apprendre, ce que tu dois pas faire, etc. T'as un environnement, t'as un cadre. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Donc moi, j'ai fait Open Classrooms, mais il y en a plein. Et donc, si vous arrivez à faire une formation de 6 mois, 3 mois, même 1 an, vous ressortirez avec les bases, vous serez bon. Vous serez pas un expert, vous serez pas bon, assez bon pour trouver un emploi, mais vous aurez les bases. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, donc ce que je déconseille très fortement, c'est de chercher un job parce que vous avez très peu de chance, vous êtes encore assez débutant. Et donc là, ce qui peut être une bonne option pour la plupart des gens, c'est soit de faire de l'autodidacte et donc là, faire des gros projets. Ça peut être une possibilité, je sais qu'il y en a qui font ça, qui en fait, dès qu'ils sortent de la formation, ils ont les bases, etc. Et donc, ils font des gros projets qui peuvent plaire aux recruteurs et c'est pas nul comme idée. Maintenant, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de continuer à avoir ce cadre et d'avoir une vraie expérience sur le terrain. C'est pour ça que j'ai fait de l'alternance dans cette école-là qui s'appelle UC, mais il y a plein d'autres écoles comme l'EJ ou l'Epitech, où là c'est de l'alternance, vous pouvez directement aller en dernière année de bachelor, et à la fin vous avez votre équivalent bac plus 3, vous avez des concepts un peu plus avancés, plus qu'un débutant maintenant, je pense, en tout cas au bout d'1 an. Maintenant, ce que je conseille toujours, c'est de jamais s'arrêter, parce que si vous voulez vous sortir de la masse et être un crack, être un très bon dev pour ensuite avoir une place dans ce marché impitoyable, même créer votre SaaS ou votre startup ou j'en sais rien, ça s'arrête jamais. Toujours continuer à côté de voir les fondamentaux. Ne faites pas la même erreur que moi que d'apprendre qu'un seul langage. Apprenez d'autres langages, regardez ce que vous voulez faire, ce qui vous plaît et ce que le marché demande. Donc apprenez les architectures, les algorithmes, réseaux, même si c'est la culture, mais c'est toujours intéressant de l'avoir, d'avoir une vue macro
et aussi une vie en profondeur, que ce soit par exemple l'informatique en général, il y a aussi les bases de l'IA, ce qui est très important, d'avoir des bonnes bases en IA, savoir comment ça fonctionne les LLM et même des bonnes bases en maths qui m'a beaucoup manqué au début. Donc c'est toujours ça qu'il faut continuer d'entretenir sur le côté si vous voulez vous différencier un très bon dev. Aussi via des livres. Les livres, c'est très sous-coté. En fait, c'est ce qui permet de vraiment rentrer en profondeur dans les sujets et de vous différencier parce que vous n'avez pas seulement une connaissance en surface, mais vous avez une connaissance approfondie des choses, comment ils fonctionnent et ça va aussi vous différencier. Bien sûr, pensez aussi à bien entretenir votre GitHub, à faire des petits projets à côté, ne pas s'arrêter, faire des projets de plus en plus gros, comprendre comment les logiciels ça fonctionne en général, mais comprendre qu'aussi que les logiciels, le but à la fin, c'est pas d'écrire le meilleur code, pas de faire la meilleure architecture et pas d'avoir une vision d'autiste, de débile ou de ce que vous voulez. Je dois écrire le meilleur code, la meilleure architecture, etc. Il faut aussi vous comprenez que quand vous écrivez du code, le but c'est de délivrer de la valeur au client. Et je pense que c'est en faisant des SaaS, en ayant des clients, en fait, proposer un système de paiement et que c'est là où vous allez comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de faire un logiciel. Et je pense que si c'est là que vous allez commencer à travailler sur des grosses architectures avec des dizaines de milliers de codes, que là vous allez comprendre que, par exemple, quand vous codez une feature, ça peut impacter plein d'autres choses. En fait, vous pensez complètement différemment et c'est ça qui vous fait step up et passer à un niveau supérieur. De avoir des gens, des entreprises qui vous payent, de gérer tout en fait. Vous n'allez pas devenir un expert dans tous les sujets, vous allez comprendre comment les choses marchent et vous allez devoir aller en profondeur, voir des sujets que de base vous n'aurez jamais vu si vous n'avez pas créé votre process. À quel moment tu vas faire du DevOps ou faire de l'ultra optimisation parce qu'un client a demandé ceci ou parce que tu rencontres un problème ou parce que ça crache et un client n'est pas content. Toutes ces choses-là, en temps normal, vous n'allez jamais les voir, en tout cas quand vous êtes débutant. Donc c'est un excellent moyen de prendre du skill. C'est ce qui va vous permettre de voir aussi du marketing, de pas over-engineering des choses qui n'ont pas lieu d'être, de développer des features juste parce que elles vous font kiffer, mais de comprendre que quand on développe une feature, c'est parce que le client en a besoin, parce que le client demande. C'est tout un mindset qui est différent. Vous allez aussi prendre la mentalité normalement MVP, Indie Hacking, Ship Fast, toutes ces choses-là qui sont très importantes quand vous faites des SaaS ou des startups en général. Et je dis pas que c'est le modèle forcément à suivre à 100%, mais c'est très bon de s'en inspirer. Et vous allez même peut-être faire votre premier euro en ligne, je vous le souhaite. Et ça, il y a rien de mieux comme sensation que même de faire juste 1 euro. Je me souviens mon premier SaaS où j'ai vendu un abonnement à 80 centimes, c'est que dalle. Mais c'est incroyable comme sensation de se dire qu'on a créé quelque chose from scratch, on a réussi à le monétiser. Et donc c'est avec tout ça que je pense que vous pouvez arriver à un point pour devenir employable et trouver votre premier job de développeur, soit mobile, web ou même peu importe. C'est ce qui vous permettre de aussi créer votre propre SaaS. Donc voilà, c'est mes conseils globaux que je donnerai aujourd'hui à l'ère de l'IA pour vous différencier et devenir un développeur. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle était assez différente des autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu et vous abonner et on se dit à la prochaine vidéo.